6h. Madame, monsieur, bonjour, agréable journée et bienvenue à vous tous qui venez de nous rejoindre. Tout de suite, le journal de 6h. C'est avec vous, Mata Kessi, bonjour. Bonjour Didier, bonjour à tous. À la une ce matin, fin du rationnement de l'électricité depuis le 9 juillet partout en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Énergie annonce l'installation d'une centrale de réserve de 200 MW pour faire face à un éventuel déficit. Vous entendrez Thomas Camara dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, 3 ans après l'enquête sur les violences faites aux enfants, les résultats officiellement présentés hier aux chercheurs ivoiriens. 3 filles sur 5 et 2 garçons sur 3 ont déjà subi une forme de violence. Et puis le FMI vient d'accorder un prêt de 306 milliards de francs CFA au Gabon. Objectif pour les 3 années à venir, continuer la riposte contre la Covid-19, relancer l'économie gabonaise et réduire la pauvreté. Vous écoutez la radio numéro 1 sur l'info. Merci et bienvenue. Ouvrant sur la distribution de l'électricité en Côte d'Ivoire, le rationnement a pris fin depuis le 9 juillet. En tout cas, c'est ce qu'annonce le ministre de l'Énergie. Thomas Camara explique que des dispositions ont été prises pour faire face à d'éventuels cas de déficit. Bientôt, l'installation d'une centrale de réserve de 200 MW et 300 MW d'énergie solaire d'ici à 2022. Des dispositions ont été prises de sorte qu'une centrale d'appoint, une centrale de réserve soit commandée et soit alimentée par du gaz GNL, le gaz naturel liquéfié qui est importé. Et donc ces dispositions ont été prises pour qu'il y ait une panne d'un gros équipement de production ou pas, qu'il y ait une panne d'une plateforme de production de gaz naturel qui alimente nos outils de production thermique ou pas, nous soyons toujours en mesure de fournir l'électricité dont la population a besoin, l'électricité dont les industriels ont besoin. Parlons à présent du projet Filets socio-productifs. Les bénéficiaires ont des initiatives encourageantes. C'est ce qui ressort de la visite initiée par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté auprès de quelques ménages dans les communes de Koumassi et Port-Bouët. Belmondo Dogo s'est rendu lundi auprès des bénéficiaires pour s'imprégner de leur réalité et s'assurer de la bonne utilisation des transferts qu'ils reçoivent chaque trimestre. Le projet Filets sociaux est un projet sur 3 années. Au bout de la 3e année, l'éligible est appelé à avoir une activité génératrice de revenus. Mais ce que nous avons vu aujourd'hui, tous ceux qui sont éligibles ont trouvé la formule pour avoir une activité génératrice de revenus pendant qu'ils sont dans le programme. Donc pour nous, c'est encourageant. Ils n'ont pas attendu de sortir du programme pour avoir leur activité à eux. Et nous avons eu une belle expérience avec le couple où le monsieur il est coiffeur et il a su dégager le montant nécessaire pour que sa femme puisse avoir une activité et vendre le placali. Il n'y a pas que le transfert monétaire parce que les ménages suivent des formations. La formation à la gestion du budget familial, sans activités génératrices de revenus, la formation aux compétences et vie. Mais mieux, pour parler de la lutte contre la pauvreté, c'est aussi l'école pour tous, l'eau pour tous, l'électricité pour tous. C'est aussi la décentralisation des écoles. Autre actualité, 3 filles sur 5 et 2 garçons sur 3 ont été victimes de violences pendant leur enfance. Ces chiffres émanent de l'enquête produite en 2018 par le Programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables du fait du VIH-Sida, dont plus de 3000 ménages répartis dans plusieurs villes et villages touchant les jeunes et adolescents de 13 à 24 ans. Les résultats ont été officiellement présentés hier aux chercheurs ivoiriens. Objectif, les inciter à utiliser ces résultats pour des prises de décision mieux éclairées dans la lutte contre les violences faites aux enfants. On en sait plus avec vous, Lydie Kouadou. Les résultats de ces études révèlent que ces violences physiques, émotionnelles et sexuelles sont faites la plupart du temps par les proches des victimes et ceux dans leur propre domicile. À travers donc cette enquête, première du genre en Afrique francophone, la Côte d'Ivoire veut disposer de données fiables sur la prévalence et ainsi mieux protéger les enfants. Madame Kwa Chimène du PNOV revient sur quelques résultats de cette enquête. Au moins 15% des personnes auditées étaient victimes de violences au moment où on faisait l'enquête. Donc elles ont été référées aux services sociaux pour bénéficier de prise en charge. Ça allait de la grossesse aux violences conjugales, en passant par les dénis de ressources, les enfants qui sont enlevés de l'école et tout cela. On a eu tous ces cas pendant l'enquête. En matière de normes, plus de 46% des personnes auditées estimaient que la violence n'était pas un problème. Donc on a un sérieux problème au niveau des normes et valeurs, au niveau communautaire. Et si nous-mêmes on pense que la situation de violence qu'on vit n'est pas une violence, on ne peut pas vous aider pour quelque chose qui n'est pas un problème pour vous. Donc on a déjà cette partie de la population qui pense que c'est normal qu'on te bat
batte, c'est normal que tu sois violé, c'est normal qu'on t'insulte, bête, idiot et tout cela. Et on a cette autre partie qui ne sait même pas où demander de l'aide. Docteur Amétier Solange, directrice du PNOV, exhorte les parents à s'investir davantage dans la protection de leurs enfants. Pour tous les types de violences, les parents doivent vraiment être observants. Parfois, les violences physiques, on peut avoir des blessures, des brûlures, ou bien les yeux qui sont enflés. Mais les violences émotionnelles, c'est quand on insulte l'enfant, tu es bête, tu es comme ça, voilà, tu vaux rien, tu vas rien faire. Ce sont des choses qui marquent les enfants. Nous, les parents, nous devons observer nos enfants. Vous voyez un enfant qui était gai, tout d'un coup qui se replie sur lui-même, qui se plaint, qui a des brûlures quand il pisse, ou bien qui a des douleurs au niveau de l'anus. Il faut faire attention. Cette enquête sur les violences faites aux enfants a été financée à hauteur de 600 millions de francs CFA par le gouvernement américain à travers le PEPFAR. Retour sur l'affaire du pompier civil percuté par une moto le 17 juillet dernier alors qu'il était en pleine intervention. L'infortuné est décédé plus tard à l'hôpital. Les syndicats de ce nouveau corps de métier ont saisi l'occasion pour poser leurs problèmes, notamment sur les primes de risque et d'astreinte. On écoute Fofana Sié, le secrétaire général de l'Union nationale des pompiers civils de Côte d'Ivoire. Nous disons déjà merci au président de la République pour avoir créé ce corps de métier pour le bien qu'il fait aussi à la population à travers nos interventions. Il faut noter que ce n'était pas facile. Dans nos débuts, il n'y avait pas de casernes, il n'y avait pas de matériel pour travailler. Nous avons fait mains et pieds pour que cette corporation-là voie véritablement le jour et qu'elle soit connue de tous. Étant mise en place, il y a des conditions qui ne sont pas allées avec. En tout cas, les conditions de vie. Nous n'avons pas de prime de suggestion, d'astreinte, parce qu'on travaille de jour comme de nuit. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La prime à Covid-19, les pompiers civils n'en bénéficient pas. Le ministre de tutelle avait dit le 24 avril 2020 que nous, les pompiers civils, nous étions pris en compte par les indemnités. Grande a été notre surprise jusqu'à aujourd'hui. Nous comptabilisons 16 mois d'arriérés sans perception de cette prime. Nous réclamons les 16 mois d'arriérés. Direction le Camadougou et on parle d'excellence scolaire. L'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire Odiéné 1 est engagée dans la promotion de l'excellence à l'école. Elle vient de récompenser ses meilleurs élèves, nous rapporte notre correspondante Anokone. Ils sont au nombre de 7 les élèves qui ont reçu la reconnaissance de leur inspection pour la qualité de leur travail. Cette année, un accent particulier a été mis sur les filles pour faire la promotion de la scolarisation de la jeune fille. Assoumani David est l'inspecteur de l'IEP Odiéné 1. Nous leur avons remis des prix. C'est une façon pour nous de créer une saine émulation entre nos élèves. Mais la particularité cette année pour les filles, en partenariat avec le lycée Descartes, nous allons leur offrir une colonie de vacances sur Abidjan pour 2 semaines. Elles seront dans des familles d'accueil et participeront aux différentes activités des enfants de leur âge au sein du lycée Descartes, notamment le centre aéré et des visites de sites touristiques. Une action qui touche le cœur des bénéficiaires et parents. C'est la Mariam, EPP Samatibila 2. Je viens de recevoir une tablette avec un diplôme. Je suis très heureuse. Diallo Aïcha, je suis très heureuse. Je dis merci à monsieur l'inspecteur d'avoir initié cette journée d'excellence. Ça va amener les autres enfants à faire comme ma fille. Ça pourra aussi l'amener à continuer de s'améliorer. Je vais continuer à la suivre, à lui donner des conseils afin qu'elle puisse s'améliorer encore. Présent à cette cérémonie, le drainage d'Odiéné a salué l'initiative. Et c'est le genre de cérémonie que nous suscitons de sorte qu'on puisse booster la scolarisation dans la région. Rappelons que la promotion de l'excellence à l'IEP Odiéné 1 est devenue depuis quelque temps une tradition. Les meilleurs élèves sont célébrés à toutes les occasions. Dans nos connaissances, Odiéné pour Radio Côte d'Ivoire. Et puisqu'on parle d'excellence, le conseil régional du Gantougo a également récompensé les meilleurs élèves des établissements publics et privés de la région. Au total, 63 élèves de tous les cycles honorés le week-end dernier à la salle Fédike Koulibaly de la mairie de Bandoukou. L'actualité, c'est également la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans quelques jours. À l'est du pays, l'on traîne encore les pas. Et jusque-là, aucun préparatif ne s'annonce. Il n'y a pratiquement pas d'engouement autour de cette célébration nationale qui mobilisait plus d'un par le passé. C'est le constat de Richard Dibi Abonois, Abouna, Bandoukou et Abengoro.
L'on pourrait affirmer sans aucun risque de se dédire que la maladie à coronavirus a porté un coup dur aux grandes célébrations dans notre pays. La fête de l'indépendance en est l'exemple palpable. Les grandes célébrations d'autrefois ont fait place à des festivités qui se déroulent pratiquement sans écho. À Bouna, aucun signe lié à la célébration de l'indépendance n'est visible dans la ville. Les populations vaquent tranquillement à leurs occupations quotidiennes sans se soucier de la tenue d'un quelconque événement. D'ailleurs, le préfet Orgrad, préfet de la région du Bunkani, préfet du département de Bouna, confirme. Joseph Pandro. La Côte d'Ivoire est encore dans la Covid. Faut-il faire une fête grandiose ou bien faire une fête sobre? Et nous avons retenu qu'il faut faire une fête sobre pour éviter que les populations qui vont venir à ces cérémonies-là soient contaminées. Même image à Bondoukou où aucun drapeau n'est visible dans les rues. À Bengourou n'échappe pas à cette nouvelle donne de célébration à huis clos de la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Richard Dibi Abonouan à Bengourou, Radio Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, le FMI vient d'accorder un prêt de 306 milliards de francs CFA au Gabon. C'est le représentant local du FMI, Marcos Ribeiro, qui s'est personnellement rendu lundi à la présidence de la République pour annoncer la bonne nouvelle au chef de l'État, Ali Bongo. Ce prêt vise 3 objectifs. Continuer le travail de riposte sanitaire, économique et sociale à la Covid-19, relancer l'économie gabonaise et réduire la pauvreté. Rappelons qu'en juin 2017, le Gabon et le FMI avaient conclu un premier accord de 3 ans. Libreville avait bénéficié d'une enveloppe de 354 milliards de francs CFA pour relancer son économie fortement entamée par la chute du cours des matières premières de 2014. Et puis des manifestations sont attendues ce mercredi au Ghana pour dénoncer la vie chère, un mouvement citoyen qui a émergé sur les réseaux sociaux et qui dure depuis 3 mois, rassemblé sous le hashtag Fix the Country, c'est-à-dire réparer le pays. De nombreux internautes ghanéens expriment depuis des semaines leur colère sur les réseaux sociaux. Ce mouvement a démarré au début du mois de mai suite à la hausse d'impôts sur les produits de base. Il englobe désormais toutes sortes de revendications, parmi lesquelles la lutte contre la corruption, la création d'emplois et une meilleure gouvernance. Et c'est ici que prend fin ce journal. Retenez à la une, fin du rationnement de l'électricité depuis le 9 juillet partout en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Énergie annonce l'installation d'une centrale de réserve de 200 MW pour faire face à un éventuel déficit. Et puis 3 ans après l'enquête sur les violences faites aux enfants, les résultats officiellement présentés hier aux chercheurs ivoiriens, 3 filles sur 5 et 2 garçons sur 3 ont déjà subi une forme de violence. Merci à vous, Matakissi. Voici qui établit l'essentiel de l'actualité nationale et internationale sur la radio numéro 1, sur l'info, le sport. Et c'est justement le sport qui arrive dans un instant. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains ? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Info, magazine, sport, détente, divertissement, débat, humour, culture, talk show. Sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. La matinale des sports. La matinale des sports, l'émission interactive de sport, tous les matins sur Radio Côte d'Ivoire. Foot Inter vous sert le meilleur du football à l'étranger. L'actualité du jour, les infos croustillantes, les dernières indiscrétions. Zone Mix, le mini-débat, vous permettre de vous exprimer sur le sujet du jour. Recueillir les avis et analyses de nos experts. La matinale des sports, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h, sur Radio Côte d'Ivoire.
Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. La moisson n'est pas bonne, mais n'empêche que le sport fasse son petit bonhomme de chemin sur Radio Côte d'Ivoire. Et c'est pas Brice Kwasi qui me dira le contraire. Bonjour Brice. Bonjour Didier Fondé, bonjour à tous et bienvenue au journal des JO de Tokyo. Et débutons ce journal des JO de Tokyo avec la fin de la participation des athlètes ivoiriens. La dernière en piste hier, c'était Talou Marie-Josée, alignée sur les 200 mètres. L'Ivoirienne a une fois encore été battue, finissant 5e, loin derrière l'insaisissable Jamaïcaine Eliane Thompson, double championne olympique, déjà à Rio et cette fois à Tokyo, 21 secondes 53. La surprise également, la Namibienne Christine Boma qui décroche l'argent, 21 secondes 81. Et puis 3e, l'Américaine Gabrielle Thomas, 21 secondes 87. Talou finit 5e derrière Chéni Anne Fraser. Au micro de nos confrères des RFI, elle revient sur cette course et fait son bilan à ce jeu de Tokyo. C'est pas ma plus belle course, mais après je suis satisfaite, déjà de terminer en bonne santé. Je disais à mon coach et à toutes les personnes qui me soutiennent que quoi qu'il y ait de ma saison, voilà, c'est vrai que ça fait mal de ne pas avoir une médaille, mais après, on ne peut pas changer le plan de Dieu, donc je reste satisfaite, je garde le sourire. J'avais plus mal au 100 mètres que la mètre, donc du coup, ça va. Je suis satisfaite, vous savez, ma saison. Depuis 3 ans, un peu compliqué, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, je ne vais pas m'attarder dessus, mais je suis tellement reconnaissante de battre mon record sur cette piste, sachant que je ne savais même pas si je pouvais courir à 100%. Ma saison n'est pas terminée, il y a encore les Diamond League et puis après on va se reposer. On va voir avec le coach qu'est-ce qu'il faut faire pour les autres saisons à venir. Voilà, pas de médaille olympique pour Talou Marie-Josée, maigre moisson pour la Côte d'Ivoire, 32 athlètes, 6 disciplines, une seule médaille, la médaille de bronze décrochée au niveau du taekwondo par Babirut Bilan, en dessous de celui de Rio de Janeiro. La Côte d'Ivoire avait raflé l'or et le bronze, toujours au niveau du taekwondo. Toujours à Tokyo, les records continuent d'affluer. Cette nuit, aux 400 mètres, le Norvégien Wallon a pulvérisé son propre record, 45 secondes 94. Au tripsaut, la Vénézuélienne a enflammé le stade olympique de Tokyo avec un saut de 15 mètres 67, effaçant le vieux record de 26 ans. Au niveau du saut en longueur, l'Américain Bob Beamon a fait oublier le record de Mexico en 1968 avec un bond de 8,90. C'est 5 cm de mieux que le record de Mike Powell. Sur le 10 000 mètres également, l'Éthiopienne Almaz Ayana a elle aussi pulvérisé le record de 10 000 mètres. Son temps 29 minutes 17 secondes 45 centièmes, soit 37 secondes de mieux que sa compatriote Trisha Dibaba. Reste à voir qui va battre le record de la foudre Usain Bolt sur le 100 et 200 mètres. Rendez-vous peut-être en 2024 à Paris. Allez, pour quelques résultats, ça va bien du côté de la France au niveau des sports collectifs. La France qualifiée pour la première fois en demi-finale du volleyball. Pareil également, la France qui disputera la demi-finale du basket et du handball, respectivement face à la Slovénie et l'Égypte. L'Égypte représentant africain qui a créé la surprise, la sensation en battant l'Allemagne 31-26 au niveau du handball. Et puis, on l'a dit, également au niveau du football. On nous connaît l'affiche de la finale. Ça sera Brésil face à l'Espagne. Hier, le Brésil a tombé le Mexique au tir au but 4-1, 0-0 temps réglementaire. Puis l'Espagne a dominé le pays organisateur. Le Japon score 1-0
1-0. Tableau des médailles pour terminer évidemment avec ce journal des JO. C'est la Chine qui est largement en tête avec 69 médailles, 32 médailles d'or, 75 médailles pour les États-Unis, 25 médailles en or. Et troisième, le Japon, le pays organisateur, 38 médailles raflées, 20 médailles en or également. Suivent ensuite l'Australie qui a 14 médailles d'or, 13 médailles pour la Russie, on dirait aussi. Et puis Grande-Bretagne avec 13 médailles. Et puis on note également au niveau des pays africains, une médaille d'or pour la Tunisie, on le sait au niveau de la natation. Et puis ça va bien aussi pour l'Afrique du Sud qui rafle une médaille d'or également. Ça fait 3 médailles pour l'Afrique du Sud. L'Éthiopie classée 42e avec une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Et puis au niveau de la Côte d'Ivoire, on le souligne, une médaille de bronze, tout comme le Ghana également qui a raflé une médaille de bronze au niveau de la boxe. Voilà un peu tout pour le journal des JO. On se retrouve, on dira très bientôt. Et puis n'oubliez pas, l'actualité des JO, c'est sur le coup de 11h. Avec Saïd Akoudi, on reviendra sur la moisson, on ne dira pas intéressante pour les Ivoiriens. Ah oui. Une médaille de bronze, on espère qu'on fera mieux du côté de Paris en 2024. Ah oui, c'est le cas de le dire. Merci Brice Classi et à tout à l'heure. À tout à l'heure, Didier. Nous passons à notre invité du jour. Le développement de la sous-préfecture de Tiémé-les-Cros préoccupe les cadres. Cette localité qui compte 22 villages riches par son agriculture. Mais Tiémé-les-Cros a du mal à prendre son envol vers le développement en raison de son enclavement. Les filles et filles s'engagent. La réflexion peut mettre en place un plan de développement local. Comment aider Tiémé-les-Cros a sorti de sa léthargie. Jérôme Kakou en parle avec l'initiateur de ces moments de réflexion, Dominique Kakou, cadre de la sous-préfecture de Tiémé-les-Cros et actuel PCA de la CIE. L'invité du jour. Monsieur le Président Kakou Dominique, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes cadre de la grande sous-préfecture de Tiémé-les-Cros avec ses 22 villages. Visiblement, c'est une zone qui est riche, mais qui a encore du mal à décoller au niveau du développement. Qu'est-ce qui explique cette situation ? Effectivement, la circonscription administrative de Tiémé-les-Cros fut une région prospère. Dans le temps de la boucle du cacao, ça fait des années 60 et toutes les années 70. Mais les indices agricoles sont plus les mêmes. C'est une zone forestière et bien arrosée. Et en plus, nous avions le chemin de fer et qui évacuait beaucoup de produits agricoles, notamment des denrées alimentaires. Cette région a connu un dynamisme économique qui était à la hauteur de ce qu'on a appelé le miracle ivoirien dans les années 70. Eh bien, la circonscription administrative de Tiémé-les-Cros est tombée dans une léthargie. Aujourd'hui, c'est un grand défi pour l'ensemble des fils et des filles de cette région, en particulier les cadres. Et nous sommes en train de nous mobiliser pour engager les réflexions afin de dégager des grandes orientations qui nous permettraient de sortir de l'ornière. Et justement, vous parlez de défis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir cette sous-préfecture riche au niveau du développement ? Le développement ne peut pas se faire, et surtout le développement de proximité, sans que les populations concernées ne participent et n'aient des revenus. Et donc, depuis ces grandes crises, les populations de cette région ont connu et continuent de connaître une paupérisation que vous ne pouvez pas imaginer. Ces dernières années, grâce à l'introduction de l'hévéaculture, certaines personnes, autour de 40-50 ans, arrivent à avoir quelques revenus, mais c'est très très limité. Donc il faut que les gens puissent avoir des revenus substantiels comme dans le passé, sinon plus, pour penser à asseoir un progrès économique et un développement durable. Nous avons quelques infrastructures, notamment l'électricité et l'eau potable dans certains villages, mais il nous reste de grandes choses au plan infrastructurel. Mais je pense que l'essentiel pour nous, c'est que les gens aient déjà des revenus substantiels. Et après, je pense que l'État, en nous accompagnant vers les infrastructures, et puis on va connaître non seulement le progrès, mais le développement. Vous parlez d'infrastructures, on a pu se rendre compte, c'est une zone qui a véritablement besoin de bitume. Est-ce que c'est là votre plus grand besoin aujourd'hui ? Effectivement, pour l'évacuation en ce qui concerne les denrées alimentaires, qu'on continue de produire dans cette région, on n'a plus les mêmes facilités d'évacuation sur le grand marché que constitue la ville d'Abidjan. Et pour nous aussi, des cadres, pour ceux qui habitent les grands pôles comme Abidjan, les déplacements au village ne sont pas aisés. On a toujours dit que la route précède le développement. La route nous manque beaucoup. Et si nous avions des tronçons, je dirais appropriés, bitumés, qui relieraient le grand réseau de la Côte d'Ivoire, comme notamment du côté d'Agoville, mais aussi du côté d'Imbokro, mais aussi du côté de l'autoroute de PK 120, eh bien, cela accélérerait le rythme que nous voulons imprimer à cette région pour la sortie de cette situation, je dirais, chaotique.
En attendant, que faites-vous, vous les cadres? Est-ce que vous faites le lobbying nécessaire? Est-ce que les cadres s'impliquent véritablement dans les questions de développement? Pour moi, la conception de développement, ce n'est pas seulement avoir les infrastructures. Il est vrai que la route va nous permettre d'accélérer le processus. Mais il faut que dans nos villages, les gens puissent manger au moins une fois par jour. Or, ce n'est pas le cas. On voit la terre qui est riche, mais ce n'est plus comme avant. Les gens ne s'en sortent pas. Donc, les cadres veulent bien s'engager dans des réflexions, dans des actions. C'est ça que j'encourage les uns les autres à faire. Avant que de nous retrouver, ce que nous allons faire bientôt sous la houlette du sous-préfet, pour asseoir donc un comité de réflexion d'action, pour engager des grandes orientations qui permettraient à nos populations de nous en sortir, en donnant l'exemple. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons faire pour leur montrer le chemin. Parce que pour eux, ici, dans cette région, c'est des cultures de rente qui ont de la valeur. Pour les hommes, c'est des paradigmes qu'il faut changer. Il faut les amener à cultiver ce qui va leur procurer de l'argent durablement, mais facilement. Nous sommes en train de nous organiser pour nous retrouver, jeter les bases d'une réflexion profonde pour amener nos populations dans les villages à avoir du revenu substantiel dans un premier temps. Et après, avec l'apport de l'État, nous pourrions permettre à la population de décoller de façon durable. Monsieur le Président Kakou Dominique, on dit de vous que vous êtes l'un des plus grands bâtisseurs dans la région du Morono et pourtant, la politique ne vous a jamais intéressé. C'est un choix? La politique, chacun l'a fait à sa manière. Moi, j'ai eu une carrière de serviteur de l'État, mais peut-être loin de la politique. Moi, j'ai toujours pensé que je pouvais continuer ainsi à travailler pour l'ensemble des populations qui ont besoin des services publics. C'est ainsi que j'ai travaillé successivement dans l'eau potable et dans l'électricité. Parce que ce sont des biens dont les populations ont besoin directement. C'est des choses qui m'intéressent. Disons que c'est de la politique aussi ce que je fais. Apporter du développement, c'est faire de la politique de façon beaucoup plus directe sur la population. Nous allons mettre nos efforts, nos intelligences ensemble pour aller plus loin. Comment vous voyez l'avenir de cette grande sous-préfecture demain? Avec les réflexions et les actions que les cadres et toutes les filles et tous les fils de cette région, toutes les actions que nous allons mettre ensemble, je crois fermement que nous sommes capables de relever notre région, de la remettre sur les rails. Donc je vois un avenir plutôt radieux pour cette région et j'espère que nous allons y arriver le plus tôt possible. Monsieur le Président, je vous remercie.